Bonjour, mon nom est Dr Yves Tremblay. Bienvenue à ce nouveau cycle de conférences. Je suis professeur de médecine à la Faculté de médecine de l'Université Laval dans la ville de Québec. Pour nos habitués, je pense que tout le monde se connaît assez bien. Je voudrais juste vous remercier d'être là et j'aimerais faire un petit rappel sur ce qu'on a fait en termes de conférences depuis quelques années parce qu'aujourd'hui, on commence un nouveau cycle et donc, je crois important de replacer tout ça. Pour les habitués, vous savez qu'on a nos conférences d'actualité qui sont des conférences récurrentes, d'abord initiées en pneumologie, par la suite en médecine personnalisée et maintenant, au sens très large, lorsque vous avez des questions, lorsque vous vous posez des questions, lorsque vous voulez discuter de cas, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de discuter avec vous de la possibilité d'initier une conférence d'actualité. Ces conférences-là sont en collaboration avec la CIDMEF. La CIDMEF, qu'est-ce que c'est? La Conférence internationale des doyens et des facultés de médecine d'expression française, qui est un des réseaux phares de l'AUF, et ces conférences-là sont sous l'égide du comité scientifique de la CIDMEF. Question oblige, en 2020, avec ce qu'on a connu, nous avons initié un cycle qu'on a appelé Pandémie COVID-19. Et donc, ce cycle-là est en collaboration avec l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, aussi en collaboration avec la SPLF, la Société de pneumologie de langue française, et son bras international, l'EFP, l'espace francophone de pneumologie, aussi en collaboration avec le conseil scientifique de la CIDMEF. Aujourd'hui, on initie un nouveau cycle. Nous sommes très, très, très heureux. C'est un cycle plus, on va dire, obstétrical et gynécologique. C'est en collaboration avec la FIFOG. La FIFOG, c'est la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie, qui est donc un cycle qui va d'abord sur un cycle annuel, donc pour toute l'année 2021, aussi en collaboration avec la CIDMEF et l'AUF. Et aujourd'hui, on a le très grand bonheur d'avoir le recteur de l'AUF qui va vous dire un petit mot. Laissez-moi vous présenter M. Slim Kalbous. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom de famille. Monsieur Kalbous est professeur des universités, titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, d'un DEA en gestion d'entreprise et d'un autre DEA en sciences politiques de l'Université de Toulouse. Il a occupé des fonctions ministérielles, entre autres à l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Tunisie entre 2016 et 2019. Et en parallèle à cette tâche déjà assez accaparante, il a aussi eu le chapeau du ministère de l'Éducation. Enseignant depuis 25 ans, il est professeur permanent dans les universités tunisiennes, professeur invité en France, au Maroc, au Liban. Il a été doyen élu de l'École des hautes études commerciales de Tunis, Université de Carthage 2011-2016. Il a publié plusieurs articles dans le domaine du management interculturel. Ça, c'est particulièrement intéressant. De l'esprit d'entreprise et de la communication marketing. C'est un entrepreneur fondateur de plusieurs entreprises dans le domaine du développement stratégique, des études de marché, de la communication et des technologies de l'information et de la communication. Il est un acteur initiateur de projets dans la société civile et dans le monde associatif. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur le recteur. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité avec vous pour l'inauguration de ce nouveau cycle. Je suis très heureux d'être parmi vous. D'abord, bonne année et meilleurs vœux à tous pour ceux que je n'ai pas vus et je n'ai pas pu féliciter avant. Alors, une année de plus en pandémie, malheureusement. J'espère que ce sera la dernière. En tout cas, nous sommes en train d'essayer d'accompagner le mieux possible tous les acteurs aujourd'hui sur la place francophone en matière de lutte contre la pandémie et de solutions faciles, je dirais, contre cette pandémie. Alors, vous avez rappelé à juste titre le succès des cycles de conférences qui ont déjà eu lieu dans une très belle collaboration de l'AUF avec ses réseaux, et vous en avez cité quelques-uns.
Je suis particulièrement heureux de vous parler un petit peu de la restructuration des réseaux à l'AUF. Pour l'AUF, les réseaux scientifiques, les réseaux universitaires, mais aussi les réseaux professionnels mondiaux sont très, très importants. Ils sont porteurs des disciplines, porteurs des sujets phares que nous voulons développer dans la francophonie scientifique pour les prochaines années. Bien entendu, c'est aussi une façon de mieux promouvoir le savoir et l'expertise francophone dans le monde. Les sciences de la santé sont l'un de ces pôles importants sur lesquels l'AUF veut encore mieux travailler les prochaines années. Alors, vous l'avez dit, la CIDMEF est un des réseaux phares de l'AUF, qui est porteur justement de cette vision des sciences de la santé francophone. Et je pense que ce nouveau cycle qui s'annonce va avoir autant de succès, sinon plus, que les autres. Je voudrais signaler aussi que cette série de conférences en ligne est aussi toujours gratuite. Et ça, c'est quelque chose de très important à signaler. C'est vraiment, ça s'inscrit dans l'idée de la science pour tous, ça s'inscrit dans l'idée de la simplification, de la vulgarisation de la science. Et c'est aussi un concept auquel l'AUF et la francophonie scientifique est particulièrement attachée. Le sujet de ce nouveau cycle nous intéresse tout particulièrement également, parce que l'AUF est inscrite dans un très grand programme mondial sur l'égalité homme-femme, l'égalité femmes-hommes, l'égalité des genres dans toutes les activités et notamment dans les activités scientifiques. Alors voir aujourd'hui que grâce à cette collaboration avec la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie, avoir un cycle dédié à la santé de la femme, je m'en réjouis tout particulièrement. Et sans être un expert, alors vous avez bien voulu présenter les éléments de ma biographie et je vous en remercie, mais je ne suis pas expert de la santé, mais en regardant le programme, c'est quand même assez alléchant. Il y a une très grande diversité et je vous remercie pour ces choix parce qu'on voit des thèmes ou des sujets très médicaux. Alors, prévention des cancers ou des césariennes ou les questions de la ménopause, évidemment, mais aussi un peu plus technique. J'ai vu des sujets sur l'échographie. Et ce qui a le plus attiré mon attention et ce que j'apprécie beaucoup, c'est cette ouverture des sciences de la santé sur la société parce qu'il y a aussi des sujets, je dirais, sociétaux. Alors, parler de la violence faite aux femmes, parler de la contraception, parler de l'éthique et des aspects médico-légaux, je vous en félicite vraiment parce qu'on voit cette diversité, cette richesse qui ne peut qu'élargir la cible de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous suivent et c'est l'objectif, cette simplification, cette diffusion de la science pour tous. Nous sommes porteurs de cette francophonie scientifique et nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec des réseaux d'experts, de grands scientifiques comme vous. Donc, merci d'être avec nous. Vous pouvez compter sur l'AUF. Nous serons toujours là pour promouvoir cette science ouverte à tous et pour tous. Merci et bonne conférence. Merci, Monsieur le Recteur. Sans plus tarder, j'aimerais passer la parole au professeur Cissé, Cheikh Cissé, qui est le président de la Fédération francophone d'obstétrique et gynécologie. Professeur Cissé, la parole est à vous. Merci, mon cher ami. Je voulais tout d'abord remercier son Excellence, Monsieur le Recteur, pour l'honneur qu'il nous a fait en acceptant de présider personnellement le lancement de ce cycle de webinaires. Bon, cela nous conforte et montre encore comment l'AUF et la CIDMEF sont engagés avec nous pour promouvoir cette santé maternelle, cette santé de la femme et de l'enfant qui nous tient tous à cœur, mais aussi permettre à un large auditoire de se réunir pendant ce cycle. Alors, je voulais remercier qui ont travaillé très dur dans les commissions pour pouvoir aboutir à ce programme alléchant. Je voulais remercier tous les orateurs, tous les conférenciers, tous les modérateurs, avec une mention particulière à mes collègues Yves Tremblay, Étienne Lemarié, et puis Madame Berna Gali, qui ont travaillé vraiment très dur, 24 heures sur 24, pendant des mois, pour que nous puissions aboutir à cette séance d'aujourd'hui.
Je croise les doigts. J'espère que tous ces efforts qui ont été faits seront à la hauteur de nos attentes, en espérant qu'il n'y aura pas de problème technique. J'espère également, c'est une question que je pose à Katinka, j'en profite, est-ce que le document est enregistré? Si c'est le cas, ça nous permettrait à nos collègues qui n'ont pas pu assister aujourd'hui de bénéficier d'un replay. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'impact du Covid-19 sur les pratiques gynécologiques et surtout obstétricales. Je sais que nous sommes tous impactés. La pandémie n'est pas encore passée. On pensait que ça allait tenir peut-être quelques mois, mais aujourd'hui, ça revient en force. Donc, nous sommes obligés de nous adapter. Et je voulais féliciter donc tous les orateurs aujourd'hui qui ont accepté de partager leur expertise et passer la parole sans plus tarder à nos amis, le professeur Lalonde, que je salue et félicite encore pour son engagement, et puis le professeur Boni, que j'appelle le patriarche, qui est toujours présent lorsqu'on a besoin de lui. Alors, nous aurons 4 communications. Une première communication qui sera faite par le professeur Lemarié sur un an après le début de la pandémie, quelles sont les évidences médicales et les questionnements tirés de la littérature. Je pense que cette communication est très attendue parce qu'il y a beaucoup d'infox et je pense que ça nous permettra, nous, d'avoir une idée très claire sur ce que nous devons passer à nos étudiants. Nous sommes tous aussi des enseignants, donc il est important que nous puissions avoir la bonne information. Alors, la deuxième communication sera faite par le professeur Ouedraogo, qui est président de la Société burkinabé de gynécologie obstétrique, qui va nous parler un peu de l'état des lieux en Afrique subsaharienne. Ensuite, nous aurons la communication du professeur Saïd Oukir, remplacé par notre consoeur Fadila Manser, qui nous parlera un peu de la situation en Afrique du Nord. Et nous terminerons par notre collègue Olivier Picon, qui va nous rejoindre et qui nous parlera un peu de la prise en charge donc d'une femme infectée par le Covid sur la base de l'évidence médicale. En tout cas, je croise les doigts, je suis très ému et j'espère que tout se passera bien. Merci encore une fois, monsieur le recteur, d'avoir honoré le lancement de cette session. Merci. Yves, André, je te passe la parole. Votre micro, monsieur Lalonde. Oui, je crois que c'est Yves qui va introduire et conduire la session. OK, donc sans plus tarder, je passe la parole au professeur Étienne Lemarié et je vais partager mon écran. Oui, c'est bien. Voilà. Est-ce que c'est bon? Pour moi, c'est parfait. Vous m'entendez bien? C'est bien, oui. Parfait. Bien. Mais écoutez, monsieur le recteur, messieurs les modérateurs, messieurs les membres de la FIFOG, je suis très heureux d'introduire cette première conférence à partir des évidences médicales et des questionnaires de la littérature sur cette pandémie. Yves, je vais te laisser passer les diapositives. Donc la suivante, s'il te plaît. Alors, d'abord, où trouver les chiffres de la pandémie? Le site le plus classique, c'est celui du Johns Hopkins, dont vous avez ici l'adresse. Il y a également l'OMS qui fait une mise au point presque chaque jour. Le site du Global Health Center de Genève, qui est dirigé par notre ami Antoine Flao, qui a fait une conférence ici même, qui a l'avantage de faire une prévision à 10 jours, ce qui est peut-être toujours intéressant. Et puis enfin l'Africa CDC, qui également a des mises à jour environ toutes les semaines. La suivante. Alors, du point de vue chiffres, j'ai repris ici les chiffres de la première conférence que j'avais faite pour la FIFOG le 2 décembre et celle du 12 janvier. Et si on voit le nombre, là, vous voyez que dans les deux colonnes de droite, vous avez les chiffres 2 décembre, 12 janvier. Vous voyez qu'on est passé de 1 484 000 morts à 1 948 000. Donc, on est très loin d'avoir de contrôler cette pandémie. La suivante. Si on prend les chiffres africains, là je suis assez, je dirais assez inquiet parce qu'on voit entre le 7 décembre et le 11 janvier, nous sommes passés de 54 000 morts à 73 000 morts. Peut-être que, en plus que tous les cas ne sont pas répertoriés, mais c'est vrai dans tous les pays, c'est vrai aussi en France par exemple, parce que on ne sait pas trop si des personnes, en particulier les personnes âgées, sont décédées avec ou sans Covid. Donc ça montre tout de même que l'épidémie n'est pas contrôlée, que probablement l'Afrique a été relativement protégée, mais qu'il faut tout de même être très prudent pour l'avenir. La suivante.
Alors, pourquoi l'Afrique a été relativement protégée jusqu'ici alors qu'on craignait le pire au printemps 2020? Eh bien, en fait, on ne sait pas. Il y a moins de cas. On a attribué l'effet du climat. Ça n'est pas démontré qu'une température plus élevée a diminué la contagion, même si on sait que l'hiver est propice à la contagion. Il y a un facteur qui est probablement prédominant, c'est celui du jeune âge de la population africaine. Y a-t-il une immunité croisée avec d'autres coronavirus, une immunité innée? Tout ça sont des hypothèses, mais on n'en sait pas plus. La suivante. Alors, l'épidémie, comment définir une épidémie? D'abord, c'est un R0 supérieur à 1, c'est-à-dire qu'une personne en contamine plus d'une, c'est-à-dire 2 ou 3, et ce qui vous donne une courbe plus ou moins exponentielle. Ce qu'il faut savoir pour le Covid-19, c'est que 20 à 30% des cas sont contaminants, quelle que soit la gravité du tableau clinique, et que la transmission, et ceci est important, se fait d'une part par les grosses gouttelettes que l'on rejette spontanément, d'où l'utilité absolue du masque, et des masques de bonne qualité, pas des masques en tissu plus ou moins perméables, et la distance physique supérieure à 1,5 m. La transmission se fait aussi par les aérosols de 100 micromètres, c'est-à-dire de toutes petites particules. En gros, c'est l'équivalent d'une ambiance de fumée de cigarette. Et là, les particules restent dans l'atmosphère pendant longtemps, plusieurs minutes, voire même plusieurs heures, disent certains, et d'où l'intérêt et l'absolue nécessité de ventiler les espaces clos. Et là, c'est peut-être un facteur qui a influé favorablement. Mais il y a aussi beaucoup de lieux ouverts qui ont enfin les surfaces planes, d'où l'intérêt du lavage des mains, et enfin, globalement, le confinement. La suivante. Alors, quand est-on contagieux? Ça, c'est très important. Il y a une revue systématique qui a été publiée dans le Lancet fin décembre dernier. La contagiosité, 95% des personnes développent la maladie de 2 à 11 jours après la contamination. La contagiosité débute 2 jours avant l'apparition des symptômes. Les personnes infectées sans symptômes peuvent transmettre le virus. Alors, tout ça, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il vaut mieux raisonner d'une façon pratique. Je ne veux pas contaminer mon entourage, cependant, je risque d'être déjà contaminant, contagieux. Que dois-je faire? Eh bien, imaginons que la contamination s'est faite le jour 0. Il faut faire le test, il faut faire un test à J4. 4 jours après, le test devient positif et vous devenez contaminant. Les symptômes ne vont commencer que 2 jours plus tard, c'est-à-dire à J6. Autrement dit, si je veux être prudent vis-à-vis de mon entourage ou de la collectivité, en cas de risque de contamination, je m'isole 5 jours, puis je fais le test à J5, juste avant un voyage ou une rencontre familiale. Donc 5 jours d'isolement, le test, et ensuite, je suis à peu près assuré de ne pas être contaminé. La suivante. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que depuis début 2020, on a fait énormément de progrès dans la prise en charge. Voici 3 études. À New York, 5000 patients hospitalisés de mars à août 2020. La mortalité a été divisée par 3 en 6 mois. En Grande-Bretagne, sur 15 000 patients, la survie à 30 jours a été augmentée de 10% chaque semaine de mars à mai 2020. Au départ, on ne savait pas à quelle maladie on avait affaire. La maladie est mortelle à court terme, 10 fois plus vite qu'une mauvaise grippe, 10 fois plus qu'une mauvaise grippe, et les complications à long terme sont encore mal évaluées et posent un gros problème. Les progrès thérapeutiques viennent d'une meilleure adaptation de l'oxygénation, l'utilisation de masques type CPAP, donc l'oxygène à fort débit est efficace. Aujourd'hui, on retarde de plus en plus, le plus possible, la ventilation mécanique. On met les malades sur le ventre, et puis on utilise la dexaméthasone pour les malades graves. Enfin, il faut mettre ces malades sous anticoagulants car au début, ils sont morts très très souvent d'embolie pulmonaire. Alors, je voudrais aborder le problème du vaccin parce que c'est un problème actuel. Vous savez qu'il y a finalement 4 vaccins qui ont obtenu un agrément
en Europe, en Amérique du Nord, aux États-Unis, et puis dans différents pays. C'est d'une part le vaccin Pfizer-BioNTech qui est basé sur un ARN messager, le vaccin Moderna basé sur un ARN messager, et l'AstraZeneca Oxford qui est basé sur un vecteur adénovirus. Vous avez le prix de ces vaccins, 13,30 €, prix UE, ça veut dire Union européenne, Moderna 20,90 et l'AstraZeneca est moins cher. Le problème, c'est que le Pfizer, tu peux revenir, merci, est conservé à moins 70 degrés, ce qui pose problème, bien sûr. Le Moderna est plus maniable, moins 20 degrés, alors que l'AstraZeneca est conservé simplement en réfrigérateur. Alors, il y en a d'autres. Il y a actuellement à peu près 80 dossiers qui ont été déposés pour des vaccins dans différents pays. Mais pour l'instant, disons que dans le cas de la communauté internationale, ce sont les 3 qui sont validés. La suivante. Alors, quel avenir peut-on tracer? Eh bien, en gros, il ne faut pas attendre un retour à la vie normale avant l'automne 2021, à une condition, c'est que 40% de la population soit vaccinée, au moins dans les pays du Nord. Et on va voir que le problème se pose peut-être différemment pour les pays du Sud. Le vaccin actuel prévient les formes graves, c'est démontré. Le vaccin est actif chez les personnes dites fragiles, c'est démontré. Le vaccin bloque la contagion. Depuis la semaine dernière, on a des données, en particulier du vaccin Moderna, qui montrent clairement qu'il bloque la contagion. Ce qu'on ne savait pas jusqu'ici. Ce qu'on ne sait pas, c'est la durée de la couverture vaccinale. Avec le professeur Lemarié. Et les effets indésirables sont probablement très faibles. La suivante. La suivante, s'il te plaît. Yves. La diapositive suivante. Alors, pour ce qui concerne les pays africains en particulier, il y a un consortium qui s'appelle COVAX. COVAX, ça veut dire collaborer pour un accès mondial et équitable aux vaccins contre la Covid-19. C'est un consortium qui s'est mis en place avec l'Alliance Gavi, l'OMS, l'ACEPI, qui regroupe 186 pays, dont 54 pays africains. Il est prévu que le COVAX distribue 2 milliards de doses afin d'atteindre une protection de 20% des populations. J'ai cherché encore ce matin des données récentes sur COVAX, je n'en ai pas trouvé. Je suis personnellement un petit peu inquiet parce que quand on va sur le site OMS, on parle de COVAX, mais il n'y a pas d'informations récentes. Or, tous les pays se ruent actuellement sur les vaccins qui existent, qui sont validés, et je crains que COVAX s'enlise dans des procédures administratives ou des réunions multiples qui ne font pas beaucoup avancer les choses. J'avoue que je suis un peu inquiet, mais peut-être à tort. La suivante. Alors, je voudrais terminer avec 3 diapositives sur un problème dont parlait d'ailleurs le professeur Cissé tout à l'heure. L'OMS parle d'infodémie, c'est-à-dire que dans cette pandémie Covid-19, nous avons assisté à un déluge d'informations sur PubMed, plus de 80 000 articles, et une grande partie est constituée d'infox, c'est-à-dire d'informations d'origine non explicite, diffusées par les réseaux sociaux. Il y a un projet de recherche CORAF, Coronavirus Afrique, qui s'est mis en place sous l'effet du réseau ouest-africain anthropologie des épidémies émergentes, pour identifier et apporter aux populations une information juste et vraie. Vous voyez jusqu'où ça va. C'est-à-dire qu'en gros, l'Afrique n'est pas du tout protégée contre cet infox. La suivante. La suivante. Eh bien, cela apparaît, par exemple, quand on interroge les populations d'Afrique, sont-elles prêtes à accepter le vaccin anti-Covid-19? En gros, mais ce sont des chiffres qui ne sont pas récents, ils remontent à un mois, 60 à 70% refuseraient le vaccin. Motif, les informations sont erronées, on ne sait pas. Il y aurait des liens avec la 5G. On retrouve des informations du type dans les vaccins, il y aurait des nanoparticules injectées par Bill Gates. Tout cela est instrumentalisé par les
grande puissance. Bref, on retrouve exactement les mêmes fausses, les mêmes fake news que dans les pays du Nord. C'est strictement la même chose. Les réseaux sociaux n'ont pas de frontières. Il y a des justifications plus réalistes en disant mais on est peu atteint, doit-on se faire vacciner? Et puis il y a des gestes barrières, il y a des thérapies locales. Mais tout de même, 2 personnes sur 10 sont prêtes à se faire vacciner. La suivante. Or, avec Yves Tremblay et Laurie Fraisse, nous avons publié récemment un texte intitulé « Nous avons besoin de faits avérés pour construire un monde meilleur ». Cela nous paraît indispensable. Ce qu'on appelle la médecine factuelle, elle a aujourd'hui 40 ans, c'est-à-dire basée sur des faits précis. Or, ce qu'il est indispensable de faire aujourd'hui, c'est la part entre science et recherche. La Terre est ronde, personne ne discute, encore que, mais la recherche est en perpétuel renouvellement. Il est nécessaire d'avoir un dialogue entre scientifiques et politiques. Les scientifiques ont été mis en avant, les politiques également, bien sûr, mais il faut que les deux puissent dialoguer clairement. Il faut une information du public plus que de la communication, notamment par les réseaux sociaux. Enfin, il y a des questions éthiques qui se posent, et enfin, il est nécessaire probablement qu'il y ait plus un engagement du patient et de la population. La suivante, et ce sera la dernière. La suivante, s'il te plaît. J'en ai pas d'autres. Ah bon, eh bien c'est la dernière. Je vous remercie. Je pensais qu'il y en avait encore une. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Lemarié. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au professeur Ali Ouedraogo. Vous avez la parole et c'est vous-même qui passez votre diaporama. Yves Tremblay, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Oui. Ok, merci bien. Et avant tout propos, je vais remercier aussi l'AUF, remercier la CIDMEF, mais également notre président de la FEFOR pour cette initiative à travers ces webinaires pour toute l'année 2021. Vraiment, toutes mes félicitations. Oui. Ok, donc le plaisir pour moi d'échanger avec vous sur l'état des lieux de l'association COVID-19 et grossesse en Afrique subsaharienne. Le plan que nous allons suivre, là, nous n'avons aucun conflit d'intérêt. Après l'introduction et avant de conclure, nous allons décrire un peu l'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas de son, professeur Ali. Votre micro est fermé. Ah, pourtant je l'avais activé. C'est... Non, pour ma part, le micro est ouvert. Le micro est ouvert. On vous entend bien. Ah oui, ok. On l'entend bien. Ok, merci bien. Donc, je disais qu'après l'introduction, nous allons décrire l'Afrique subsaharienne, présenter la méthode utilisée, donner des chiffres sur l'épidémiologie, quelques informations sur la clinique, la prise en charge réalisée dans les pays de l'Afrique subsaharienne, les défis et la conclusion. Moi, je n'entends plus. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de micro? Est-ce que les autres entendent très bien? Ali, je pense que votre micro est coupé, il me semble. On n'entend pas, on n'entend pas. On l'entend plus, effectivement. Votre micro est coupé, Ali. Bon, est-ce que quelqu'un peut lui passer un message? Vous entendez? Oui, non, on n'entend pas bien. Le son là. Ok.
Le micro, voilà, on entend Le micro, je sais maintenant encore, oui. Comme je disais, la COVID-19 affecte tous les groupes d'âge, y compris les femmes enceintes, avec une issue souvent défavorable pour le couple mère-enfant. À travers cette présentation, nous faisons l'analyse situationnelle de l'association COVID-19 et grossesse dans les pays comme de la... le professeur Oui. Ali Ouedraogo a des problèmes de son, je propose que nous passions à la 3e conférence. Oui. Est-ce que vous seriez d'accord? Oui, ça ne me dérange pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, Oui, ça ne me je vous dérange pas. entends. Oui. À ce moment-là, Pendant que le professeur Ali son micro et va puis tenter de réparer le son, on va passer la parole à la 3e conférencière, qui est la professeure Fatilda Mansour, qui remplace le professeur Oukid. La parole est à vous. D'accord. Vous me donnez la main pour partager mon écran? Allô? Vous pouvez partager. Ok, merci. Alors, ça vient? Très bien. Voilà. Vous voyez? Ok. Oui. Alors, je vous remercie d'abord pour cette invitation. Et je vous dis que là, je remplace le professeur Oukid, qui pour un souci de santé n'a... Ok, parfait. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Ok, merci. Donc, je vous disais que moi, c'est le docteur Mansour. Je remplace le professeur Oukid, qui n'a pas pu être parmi nous pour un petit souci de santé. Et je suis censée vous parler de l'état des lieux de l'association Covid de grossesse en Afrique du Nord. Alors, en guise d'introduction, on va dire que la pandémie, et comme vous savez, qui est causée par le SARS-CoV-2, a bouleversé le monde. On est pratiquement presque à 2 millions de décès. Cette pandémie touche aussi la femme enceinte. C'est vrai que dans la grande majorité, elle est peu symptomatique, mais certaines peuvent développer des formes sévères. Et il faut dire aussi qu'il n'y a pas actuellement de consensus pour la prise en charge de la femme enceinte atteinte de Covid-19. Alors, qu'est-ce qu'il en est au Maghreb? Il faut dire que le premier cas qui est apparu en Algérie vers le 25 février et on est jusqu'au 16 décembre, le jour où j'ai recensé donc, ces chiffres, on est à 2631 décès. En Tunisie et en Maroc, les premiers cas ont été révélés donc, vers le 2 mars avec 3990 décès en Tunisie et 6700 au Maroc. Alors, je vais vous dire tout de suite que malheureusement, on n'a pas de statistiques officielles pour la femme enceinte au Maghreb. C'est pour ça que je vais prendre comme référence ce qui s'est passé en Algérie. Alors, en Algérie, on a eu notre premier cas donc le 1er mars et juste donc ce premier cas est apparu dans la ville de Blida qui est devenue l'épicentre de l'épidémie. Alors, la problématique de la question, elle tourne autour de 3 points. C'est que, comme je vous disais, on n'a pas de statistiques officielles pour la femme enceinte au Maghreb. Je vais prendre donc, à défaut, je vais parler de l'Algérie. En Algérie, la catégorie de femmes enceintes, elle n'est pas du tout négligeable. On connaît jusqu'à 1 200 000 naissances par année. Donc, c'était très important de se pencher sur la question. Et il faut dire que les données sur l'incidence et l'impact de SARS-CoV-2 sur la femme enceinte et sur le nouveau-né sont donc limités. Alors, dans notre travail, nous allons faire un état des lieux sur l'association COVID-19 en Afrique du Nord. Donc, à défaut, je vais parler de l'Algérie et je vais prendre comme référence la ville de Blida qui était l'épicentre de la pandémie. Alors, à Blida, nous avons fait donc une étude prospective au CHU de Blida allant du 1er mars au 31 novembre. Alors, le diagnostic a été fait sur la base d'une PCR positive ou sur la base d'une TD1 positif et les femmes ont été prises en charge selon un algorithme décisionnel qui a été élaboré par le Collège national des gynécologues obstétriciens algériens. Alors, on va relever certains biais. Il faut dire que les formes bénignes souvent ne sont pas recensées. Aussi, la PCR et la TD1 malheureusement ne sont pas toujours faites et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de dépistage systématique.
Alors, le Collège national des gynécologues obstétriciens algériens s'est penché sur l'organisation de l'activité en gynécologie obstétrique et il a élaboré, donc il a été donc décidé d'abord de privilégier l'activité obstétricale au détriment de l'activité gynécologique, je pense qui a été fait un peu partout dans le monde, et on a établi un circuit de prise en charge de la femme gestante durant cette pandémie. Comme vous voyez ici, donc l'algorithme de ce circuit que je vais détailler. Alors, il a été décidé que quand une femme enceinte qui présente une température au-delà de 38 degrés avec plus ou moins une toux ou une dyspnée, alors elle va bénéficier d'un examen général et obstétrical avec un port de masque. Et on s'est intéressé à la présence ou non d'une dyspnée. Alors, si la patiente présente une dyspnée, là, elle va nécessiter une hospitalisation au niveau de centre de référence de COVID-19. Il faut dire qu'au niveau de CHU de Blida, il y avait une structure qui était pratiquement non utilisée, qui était en construction. Alors, on l'a aménagée pour la prise en charge des malades Covid. Donc, cette structure, elle est constituée d'un service de réanimation, d'une salle opératoire et d'une salle d'accouchement. Alors, sur le plan obstétrical, au-delà de la 39e semaine, on termine l'accouchement par césarienne, quand il y a une dyspnée. Entre 28 et 39 semaines, et ben, dans ce cas, on discutait les cas d'une façon collégiale pour faire une extraction ou non après éventuelle corticothérapie. Et la prise en charge et le traitement spécifique est prescrit par le réanimateur. Alors, quand la gestante ne présente pas de dyspnée, là, on va se pencher à rechercher une urgence obstétricale, un avortement, un travail ou bien une hémorragie du 3e trimestre. Maintenant, s'il n'y a pas d'urgence obstétricale, cette patiente devrait bénéficier d'une TDM et c'est possible d'un test. C'est-à-dire si on élimine le diagnostic, dans ce cas, on devrait rechercher une autre étiologie et la prise en charge sera obstétricale classique. Maintenant, si on confirme la TED, si la TDM est positive ou le test est positif, on préfère donc, la prise en charge sera faite, on va dire, une hospitalisation au domicile avec un repos et un traitement médical symptomatique et un traitement et un anticoagulant. Le traitement spécifique ne sera prescrit que sur l'égide du pneumologue, de l'infectiologue ou de réanimateur. On a préféré donc donner cette tâche à ces 3 spécialités pour éviter les dérapages. Et bien sûr, on garde les coordonnées de la patiente. Alors, sur le plan obstétrical, au-delà de la 39e semaine, on termine l'accouchement. Moins de 39 semaines, donc on fera une prise en charge obstétricale ordinaire. Maintenant, si notre patiente présente une urgence obstétricale et on fait donc une TDM si possible ou un test, si c'est négatif, on va rechercher une autre étiologie et la prise en charge obstétricale sera classique. Maintenant, si le test revient positif ou bien s'il est impossible donc de faire cette TDM vu l'état de la patiente ou de faire ce test, on va la considérer comme positive et on va l'hospitaliser au niveau du service d'obstétrique dans lequel on a donc aménagé une unité d'isolement COVID-19. Cette unité, elle est dotée d'une salle d'hospitalisation, d'une salle opératoire et d'une salle d'accouchement. Bon, elle va être prise en charge sur le plan médical et sur le plan obstétrical. Au-delà de la 39e semaine, on termine l'accouchement. Au mois de 39, ça va être une prise en charge obstétricale classique. On prévoit une sortie donc précoce et on va continuer le confinement à domicile. Maintenant, le traitement spécifique sera donné après un TDM positif ou bien un cas confirmé. Et comme je vous ai dit, ça va être prescrit par un référent, à savoir un pneumologue, un réanimateur ou bien un infectiologue. Alors, pour le nouveau-né est remis à la maman. On va donc respecter la distanciation, on préfère mettre le berceau à 2 mètres environ de la maman. L'allaitement, on privilège l'allaitement maternel chaque fois que c'est possible, avec masque, désinfection des mains et des mamelons. Je vous ramène aussi ici une série de 100 cas qui ont été recensés et pris en charge dans le CHU de Blida pendant les 9 mois.
Alors, sur le plan diagnostique, 77% de nos patientes le diagnostic a été posé par le TDM. Surtout en début d'épidémie, on ne faisait pas beaucoup de PCR, donc on s'est basé sur les TDM. Alors, sur les TDM, la plupart du temps, c'était dans plus de 2/3 des cas, c'était donc de forme minime à modérée. L'âge moyen de nos patientes était de 32 ans. L'âge obstétrical, c'est-à-dire l'âge gestationnel, était pratiquement dans plus des 2/3 des cas, c'était vers le 3e trimestre et c'était surtout aux alentours de la 34e, 35e semaine d'aménorrhée. Pour les antécédents, 70% de nos patientes n'avaient pas d'antécédents. Quand l'antécédent existe, c'était essentiellement une hypertension. Sur le plan symptomatologie, le symptôme le plus dominant, c'était la toux, suivi par la fièvre, l'asthénie et l'anosmie. Et il faut dire qu'en associant donc les formes radiologiques avec la symptomatologie, il s'avère qu'on n'avait que seulement 15% de formes sévères contre 45% de formes minimes et 39% de formes modérées. Alors, pour la prise en charge, 40% de nos patients ont été pris en charge à domicile, 15% seulement étaient hospitalisés en réanimation. Le traitement spécifique était prescrit chez 44% seulement. L'anticoagulation, au départ, on ne donnait pas d'anticoagulation, mais après, pratiquement toutes les patientes ont bénéficié d'anticoagulation. Et il faut dire que la moitié des patientes n'avaient nécessité qu'un traitement symptomatique. Alors, sur le plan évolution, pour l'évolution sur le plan Covid, on a connu 89 guérisons, 3 patientes sont toujours sous traitement et malheureusement, on a recensé 8 décès. Il faut dire tout de suite que ces décès, elles ont été recensées essentiellement au début de la pandémie. 6 grossesses ont évolué vers l'avortement. On a eu 15 accouchements prématurés et 69% ont eu un accouchement à terme. Alors, ces accouchements, on les a fait essentiellement par voie basse. La voie haute n'a été faite que 30% de cas. 4 femmes seulement ont eu une césarienne pour cause Covid. Par contre, les autres, c'était pour cause obstétricale. Les nouveau-nés, 75% des nouveau-nés ont été en bon état général et en bon état, donc avec un bon état. Et l'allaitement était préconisé, un allaitement maternel était préconisé à chaque fois que c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur le plan organisationnel, cette façon de faire nous a permis de cerner les cas Covid dans un endroit et un espace bien déterminé. Ça nous a permis d'éviter la contamination éventuelle des sujets sains, sachant que notre maternité est souvent en surcharge, donc on a préféré éloigner les cas donc confirmés. Sur le plan épidémiologique, dont nous avons comparé notre série à une série chinoise, à une série américaine, à une série donc anglaise. On va sur le plan âge, c'est pratiquement le même, c'est aux alentours de 32 ans pour toutes les séries. Pour l'âge gestationnel, c'est pratiquement au 3e trimestre pour toutes les séries. La comorbidité, on l'a retrouvée à 34% chez nous et donc pratiquement toutes les séries ont retrouvé la même proportion. La symptomatologie la plus fréquente, c'était la toux et la fièvre pour pratiquement toutes les séries. Les formes donc modérées et sévères, c'était les plus fréquentes. Alors, pour l'accouchement, la voie d'accouchement, là, on voit qu'il n'y a pas de consensus. C'était 64% pour nous par voie basse, mais vous voyez, la série chinoise, c'est essentiellement la voie haute. Alors, pour les indications Covid, donc nous, c'était pour nos 13% des cas. Par contre, pour l'état du nouveau-né, l'état général était bon pour toutes les séries. Par contre, il y a une disparité par rapport à la prématurité. Alors, la prématurité varie selon des études de 14% jusqu'à voire même 43%. On peut dire que les manifestations cliniques de la COVID chez la femme enceinte sont similaires à celles de la population générale. La gravité de la maladie est associée à l'âge plus avancé. Notre taux de prématurité est relativement élevé par rapport au taux habituel. Il faut dire qu'on n'a pas changé de conduite par rapport à la voie d'accouchement, en dehors de cas de détresse respiratoire qui ont bénéficié de césarienne. La voie et le terme d'accouchement, dire qu'il n'a pas été clairement spécifié dans la littérature. Nous n'avons pas effectué de prélèvement chez le nouveau-né
parce que malheureusement, on n'a pas suffisamment de kits et puis on n'avait pas à le faire vu que la littérature ne rapporte pas de preuves définitives de transmission verticale. Nous avons privilégié à chaque fois que c'est possible l'allaitement maternel et a priori, il faut dire qu'il n'y a pas de contre-indication à l'allaitement. Ces données rassurantes concernent essentiellement les cas d'infection au 3e trimestre de la grossesse. Par contre, il faut attendre l'issue des grossesses actuelles pour avoir plus clair sur le retentissement de Covid sur la grossesse. En conclusion, je pourrais dire que la prise en charge des patientes enceintes infectées par le SARS-CoV-2 est sujette à de constantes modifications en fonction des données scientifiques. Il reste beaucoup d'inconnus à éclairer. Il n'y aura qu'un regroupement des données internationales qui devrait permettre de mieux identifier les risques obstétricaux liés à la COVID-19. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Mansour. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au professeur Ali Ouedraogo. S'il vous plaît, la parole est à vous et vous passez vous-même vos diapositives. Merci. Merci beaucoup. J'espère que le son ne va pas nous lâcher cette fois-ci. Et je commence par le partage de mon écran. Je le mets en diaporama. Est-ce parfait? Sinon, je continue en disant que nous présentons à travers cette communication l'analyse situationnelle de l'association COVID-19 dans les pays de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne est cette étendue du continent africain qui est située donc au sud du plus vaste désert chaud du monde, le désert du Sahara. Il abrite 47 pays avec une superficie d'environ 22 millions de kilomètres carrés et une population d'environ 1 milliard d'habitants en 2017. Ce schéma voit donc les pays du nord en marron et au sud, nous avons les pays de l'Afrique du Sud, de l'Afrique subsaharienne en dehors donc de Madagascar. Les pays de la Société africaine de gynécologie et d'obstétrique, il s'agit de 20 pays qui sont composés donc des pays de l'Afrique subsaharienne, mais également des pays de l'Afrique du Nord et de Madagascar. En Afrique du Nord, c'est en dehors de l'Égypte et de la Libye. Ce que nous avons fait, nous avons considéré donc les 47 pays de l'Afrique subsaharienne et nous avons fait une revue de la littérature des publications disponibles jusqu'au 10 novembre 2020. Nous avons retenu les publications d'articles réalisés dans ces différents pays de l'Afrique subsaharienne, les recommandations également de l'OMS et des sociétés savantes, et également des directives de prise en charge qui ont été élaborées. Afin de présenter certains graphiques, nous avons utilisé Excel. Sur le plan de la fréquence globale, il faut dire que l'Organisation mondiale de la santé, au 22 octobre 2020, signalait donc 1 200 000 environ cas de COVID confirmés en Afrique subsaharienne, avec environ 29 000 décès. Et les pays qui étaient les plus touchés étaient surtout l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Nigeria, le Ghana, le Kenya, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Zambie, avec 86% des cas confirmés et 88% des décès dus à la COVID-19. Sur le plan global également, lorsque nous considérons la fréquence moyenne des formes actives au cours des 60 premiers jours de la pandémie, on se rend compte qu'aux environs du 28e jour, on avait au niveau mondial, en bleu ici, environ moins de 600 cas de formes actives, contre un peu moins de 200 dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Et au bout du 60e jour, ce nombre de cas actifs était doublé donc, à travers le monde avec environ 1200 cas et dans les pays de l'Afrique subsaharienne, on avait environ 800 cas. Et lorsqu'on regarde les chiffres de la pandémie à COVID-19, on se rend compte qu'en Afrique subsaharienne, on a une faible incidence. Et plusieurs justificatifs ont été formulés, plusieurs théories, notamment par rapport à aux caractéristiques de la population. Et on se rend compte que la population africaine de l'Afrique subsaharienne est beaucoup plus jeune, alors que l'âge médian dans les pays du Nord, c'est aux environs de 65 ans. Et il y a aussi les caractéristiques géographiques
notamment la faible densité de la population dans les pays de l'Afrique subsaharienne, le faible taux d'urbanisation et le climat chaud qui seraient comme des facteurs protecteurs qui limitent donc l'incidence dans ces différents pays. Certains ont également évoqué la sous-déclaration des cas, mais c'est moins soutenu parce que dans la plupart des pays, avec l'appui de l'OMS et des autres partenaires, des tests étaient disponibles et chaque fois que besoin serait été réalisé. Certains ont également évoqué une immunité préexistante qui protégerait les populations de l'Afrique subsaharienne. Le premier cas a été effectivement enregistré au Mozambique le 15 février. Il faut dire qu'un mois après, aux environs du 15 mars, la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne avaient donc notifié un premier cas de COVID dans le pays. Et en ce qui concerne la fréquence spécifique, nous n'avons pas trouvé beaucoup de littérature là-dessus, mais lors d'un webinaire, le professeur Dawo et collaborateurs avaient noté dans les 20 pays de l'Afrique, de la SAGO, 20 pays de la SAGO, on notait au 15 juin 197 cas d'association COVID-19 et grossesse. Ces 197 cas avaient entraîné 10 décès maternels et 7 décès périnatals. Lorsque nous rapportons le nombre de cas d'association COVID-19 et grossesse par rapport au nombre de cas, par rapport notamment à 1000 personnes infectées par pays, on se rend compte qu'au Sénégal et en Côte d'Ivoire, en République de Côte d'Ivoire, on notait un cas d'association COVID-19 et grossesse pour 1000 personnes infectées par la COVID. Cette fréquence allait à 35 pour 1000 au Gabon et 44 pour 1000 au Burundi. Sur le plan clinique, il faut dire que les manifestations cliniques ne sont pas différentes vraiment lorsque la femme est enceinte par rapport aux femmes adultes non enceintes. Les signes cliniques sont habituels, la fièvre, la toux, les myalgies, l'anorexie, l'anosmie, la guésie, la dysphonie, la diarrhée ou avec ou sans détresse respiratoire. Et il faut dire qu'il y a une aggravation donc des signes respiratoires chez la femme enceinte, notamment liés à l'état immunosuppresseur de la grossesse, mais également au changement adaptatif qu'il y a au niveau physiologique des voies respiratoires, au niveau circulatoire, mais également au niveau sécrétoire. Il faut dire qu'à travers la littérature, nous avons vu que lorsqu'il y avait une comorbidité associée, la symptomatologie était beaucoup plus grave, notamment les cas d'obésité associés donc à la grossesse et à l'infection COVID-19. Par rapport à la transmission mère-enfant, il faut dire que les connaissances sont toujours limitées avec des auteurs qui ne sont pas toujours d'accord pour cette transmission mère-enfant. Certains le soutiennent en disant qu'on retrouve les récepteurs du SARS-CoV-2 au niveau de l'interface materno-fœtale, mais également au niveau des sécrétions vaginales, ce qui serait donc en faveur d'une possible transmission mère-enfant. D'autres auteurs également soutiennent qu'il n'y a pas de transmission verticale. En Afrique, à travers les données, nous n'avons pas rencontré de cas de transmission mère-enfant. Toutes ces hypothèses devaient donc bénéficier d'études plus approfondies afin qu'on puisse avoir plus de précision sur cette transmission éventuelle mère-enfant. En ce qui concerne la prise en charge de l'infection COVID-19 et grossesse, dans les pays de l'Afrique subsaharienne, la plupart des sociétés professionnelles se sont, à l'instar des sociétés de l'Afrique du Nord, impliquées afin de proposer aux différents pays et aux gouvernements donc, des protocoles, des algorithmes pour la prise en charge des cas d'infection COVID et grossesse. L'élaboration, bon, il faut dire que ça a été dans la plupart des pays, l'accent étant mis beaucoup plus sur les barrières. Et sur le plan curatif, il s'agissait d'isoler les cas d'association COVID-19 et grossesse. L'isolement se faisait soit à domicile avec un suivi ou une hospitalisation. L'apport des médicaments, c'était surtout l'hydroxychloroquine ou la chloroquine et l'azithromycine. Et en fonction du tableau clinique, certains cas étaient admis en milieu hospitalier pour des soins intensifs. En ce qui concerne les soins aux nouveau-nés, l'allaitement était encouragé par la plupart donc, des sociétés savantes avec interdiction du contact peau à peau. Et je pense qu'actuellement, avec l'espoir, même si le vaccin n'est pas encore disponible, il va falloir qu'on réadapte éventuellement les différents protocoles pour être
en accord avec les nouvelles avancées thérapeutiques, mais également avec la possibilité d'avoir bientôt un vaccin pour nos populations. L'association COVID-19 pose deux gros défis. Celui d'abord de l'effet sur la santé maternelle et infantile, mais également celui lié à une éventuelle deuxième vague de l'infection à COVID-19. En ce qui concerne les effets sur la santé maternelle et infantile, il faut dire qu'il y a une grosse désorganisation du système dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, avec une réorientation des ressources déjà limitées, ressources humaines et financières, pour faire face à cette pandémie de la COVID. Il faut dire que c'est dans un contexte où les chiffres qui étaient rapportés en Afrique du Nord, en Amérique, en Asie étaient vraiment très effrayants et le système de santé ne pouvait pas faire face à une telle pandémie si la contagiosité, si l'infection était beaucoup plus importante. Il y a eu un appui massif de presque tous les partenaires pour permettre une meilleure organisation de ces différents pays. Et au début, il faut dire qu'effectivement, la gravité dans les pays du Nord a fait qu'il y avait beaucoup d'hésitation au niveau des prestataires qui avaient peur à s'engager donc dans la prise en charge des cas identifiés. Et si cela continuait, bon, on allait avoir beaucoup donc, de contraintes pour l'atteinte des ODD, parce qu'il y avait moins de vaccination aux enfants sains, moins de consultations de planification familiale, avec tous les risques que cela pouvait entraîner, plus d'accouchements à domicile, parce qu'au début, vraiment, les formations sanitaires étaient peu sous-utilisées, parce que les gens avaient beaucoup peur de cette pandémie à COVID-19. Les soins post-natals, mais également tout ce qui concerne le dépistage du cancer était peu réalisé. Dire qu'il y a intérêt à formuler des recommandations pour une approche vraiment holistique de la santé maternelle en Afrique subsaharienne. Le défi qui serait lié aux conséquences d'une deuxième vague sont également énormes. En termes de conséquences sur le plan sanitaire, parce que jusqu'à présent, la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne n'ont pas assez de capacité pour prendre en charge dans un milieu de soins intensifs, un milieu de réanimation, des cas de COVID-19. Si je prends le cas du Burkina, nous avons, par exemple, dans la ville de Ouagadougou, environ 40 lits de disponibles dans les différentes structures hospitalières. Les lits complets de réanimation, je voudrais bien dire. Il y a également des conséquences au niveau socio-économique. Le fait d'avoir confiné un tant soit peu la population, cela a entraîné beaucoup de désagréments. Et si on devait faire face à une deuxième pandémie avec des nécessités de confinement, de réduction des activités, les conséquences sociales seraient vraiment très, très élevées. Et s'il y a éventuellement une deuxième vague, il va falloir que le plan de prévention et de protection soit vraiment renforcé dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne, que les stratégies vraiment mises en place soient bien différentes, avec plus d'outils, avec une prompte réaction. Et deuxième pandémie, deuxième vague, c'est possible, mais il faut déjà qu'on se prépare à vivre avec la COVID-19 qui est devenue une endémo-épidémie. Et tout le monde doit pouvoir faire face à une éventuelle deuxième vague de l'infection à COVID-19. En conclusion, je dirais que la COVID-19 n'est pas personne. Les pays de l'Afrique subsaharienne ont été moins touchés, c'est vrai, mais avec beaucoup donc, de désorganisation au niveau du système de santé. Nous avons intérêt à faire en sorte que la population soit sensibilisée et que ces différentes mesures de prévention et de contrôle des infections deviennent des réflexes lors des activités quotidiennes de nos populations. Merci bien à tous. Je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème de son cette fois-ci. Non, tout a été parfait, professeur. Merci beaucoup pour votre conférence. Sans plus tarder, nous passons la parole au dernier conférencier de ce matin, le professeur Olivier Picon, qui va discuter de la prise en charge. Professeur Picon, la parole est à vous et vous passez votre diaporama. Merci beaucoup, chers amis francophones du monde entier. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous. Et donc, je suis impressionné par la qualité des topos qui m'ont précédé. Et donc, je passe en dernier, ce qui est bien difficile. Après cette expérience particulière présentée en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord, qui était tout à fait intéressante.
Alors, je ne reviendrai pas sur les modes de transmission, vous connaissez tous très bien, mais à l'époque où on tombe sur un variant qui est de plus en plus contagieux, on va aller sur une nécessité de rabâcher les mesures de prévention, de distanciation physique. En France, on va passer à 2 mètres. Donc vraiment, c'est vraiment important avant qu'on puisse avoir une vaccination large qu'on attend tous. Alors ça date du mois de décembre, mais les chiffres, mes collègues les ont répétés tout à l'heure. On est à un nombre de morts qui est complètement inimaginable il y a un an. Il y a un an, je pense que personne ne s'imaginait qu'il y aurait 400 000 morts aux États-Unis, plus de 70 000 en France, et des chiffres qui sont probablement sous-estimés dans certains pays qui n'ont pas les moyens de faire un comptage aussi précis que nous. Alors ça, c'est quand même pour tordre le cou à certains ennemis de la distanciation et du confinement. C'est juste pour vous montrer l'effet qui a eu lieu en France, le confinement. Vous voyez que c'est le premier confinement et que 15 jours après le confinement, il y avait tout de suite eu une chute complète du nombre d'hospitalisations, du nombre de cas actifs. Ça a été assez flagrant. Donc oui, le confinement, la distanciation, tout ça, c'est efficace, ça marche. Et c'est pas pour rien que tous les pays s'y remettent petit à petit. Au niveau des symptômes, mes collègues l'ont très très bien dit, au mois de février, au mois de janvier, février, quand ça a commencé, on prenait la température à tout le monde et effectivement la symptomatologie basée sur la fièvre, la toux, sont vraiment importantes, mais il faut bien noter que la fièvre n'est pas un symptôme constant, on peut très bien avoir un Covid sans fièvre et ça c'est vraiment important. Et quand on compare par rapport des femmes enceintes versus non enceintes, il y a une petite différence. Il semblerait qu'il y ait un petit peu moins souvent de symptômes, mais peut-être que ça dépend de la façon dont elles sont dépistées. Mais en tout cas, en pratique clinique, ça ne change pas. Mais il ne faut pas se baser uniquement sur l'un ou l'autre des symptômes. Ce qui est très évocateur, c'est quand même la toux, la dyspnée. Et puis, ce qui n'était pas du tout décrit par nos amis chinois au début, c'est-à-dire les problèmes d'anosmie et d'agueusie. Et oui, le Covid, c'est plus grave que la femme non enceinte. Hein. C'est clairement, dans cette étude franco-belge, il y avait quand même une différence significative, femmes enceintes versus non enceintes, avec des femmes enceintes qui présentaient plus souvent la dyspnée, les anosmies, de la fatigue et tous les symptômes, et qui avaient plus d'anomalies également biologiques. Et on peut aussi retrouver plus de troubles gastro-intestinaux. Et oui, le Covid, ça donne des troubles gastro-intestinaux, dont des diarrhées, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. Ça peut donner ces symptômes qui peuvent vous faire dire au début, ah ben non, c'est une gastro-entérite banale. Et ben non, le Covid, ça peut donner des troubles digestifs et on peut avoir du Covid dans les selles diarrhéiques. Dans cette étude française de Loïc Santil, on voit ici hein, on a des symptômes. Il y avait quand même uniquement 20-26% des patientes qui avaient de la fièvre et 65% qui avaient de la toux. Donc la fièvre est loin d'être le symptôme principal. Et quand on regarde un petit peu les anomalies biologiques, on peut retrouver ici chez les patientes qui ont du Covid des anomalies de la coagulation avec donc le TCA qui peut être allongé et qui est en rapport avec une coagulophilie, une tendance à coaguler et pas une tendance hémorragique. On peut aussi parfois trouver une petite touche avec des anomalies hépatiques, mais c'est léger. Et ce qui est important dans la prise en charge obstétricale, et c'est pour ça que j'aime bien ce diagramme de notre ami Alexandre Vivanti à l'hôpital Antoine Becler à Clamart, dans cette étude qu'on a fait ensemble, il montre que parmi les patientes qui étaient suivies en ambulatoire, et bien sûr 58 patientes initialement suivies, il y en a quand même eu 10 qui ont été ensuite hospitalisées, et parmi celles qui étaient hospitalisées, il y en a eu 2 qui sont passées en soins intensifs. Donc la maladie est vraiment une maladie qui est dynamique dans le temps, qui peut s'aggraver en fonction du temps, avec la fameuse aggravation à 7 jours. Et c'est pour ça que dans la prise en charge, les patientes qui n'ont pas de critères de gravité initiale, eh bien, on n'hésite pas à leur téléphoner tous les jours pour vérifier comment elles vont, pour revoir s'il n'y a pas des signes de gravité qui les feraient revenir, pour être sûr qu'elles ne soient pas perdues dans la nature. C'est vraiment fondamental à notre sens. Les facteurs de gravité, parmi les patients hospitalisés, on voit qu'un facteur principal, c'est le BMI. Et on voit que parmi celles qui étaient hospitalisées, on a souvent un BMI supérieur à 30 en moyenne. Et vraiment, c'est un facteur très important. Les autres facteurs de risque, comme le diabète, le tabac, ça ne ressort pas. Mais ce qui ressort, c'est vraiment le BMI. Pour voir d'autres facteurs de risque ressortir, il faudrait une population plus importante.
Ce qui est intéressant, et ça a été très bien dit par mes collègues, c'est effectivement la prématurité. Alors, il y a une part de prématurité induite parce qu'on a envie que la patiente accouche pour pouvoir mieux la faire respirer, parfois spontanée parce que le contexte infectieux fait contracter. Mais vous voyez qu'il y avait quand même un taux de prématurité important. Et avec la connaissance de la maladie que l'on a maintenant, avec plusieurs mois de recul, il y a probablement des patientes qu'on aurait fait accoucher il y a quelques mois, pour lesquels on a tendance à attendre un petit peu plus, donc un petit peu moins de prématurité et un petit peu moins également de césarienne à l'heure actuelle. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on voit quand même une forte prévalence de l'hémorragie de la délivrance, puisqu'il y en a 24% qui ont présenté une hémorragie de la délivrance. Donc c'est important à noter et pour lequel il faut rester vigilant. Tac. Là, on trouve vraiment une différence dans les femmes enceintes qui ont plus besoin d'oxygénothérapie et d'intubation. Alors ça, c'est une méta-analyse qui est sortie en septembre 2020 qui compare les femmes enceintes avec du Covid avec les femmes non enceintes qui ont attrapé le Covid et on retrouve 1,6 fois plus d'hospitalisation, quasiment 2 fois plus de ventilation invasive, 2 fois plus un taux de multiplié de complications de prématurité. Tout cela est assez clair. On a vraiment tous les risques. Et donc, quand on a plus de 35 ans, il y a 1,1 fois plus de risque de faire une forme grave. Quand on a un index BABI, 2,3 fois plus. Alors, ce ne sont pas des facteurs de risque que l'on retrouve, des odds ratios que l'on retrouve chez les gens qui ont 75 ans, obèses, hypertendus. Mais on est quand même dans quelque chose qui nous fait dire attention, la femme enceinte fait partie des groupes à risque de forme grave. Là, c'est une étude américaine et qui retrouvait également toujours la même chose. Alors, c'est important d'avoir des études qui viennent de plusieurs pays différents qui montrent ce sur-risque sur les femmes enceintes par rapport aux femmes du même âge non enceintes pour bien faire rentrer dans la tête de nos décideurs que la femme enceinte fait partie des formes graves qu'ils ont tendance parfois un peu à négliger. Alors ça, cette étude elle est trouvée extrêmement intéressante parce que c'est nos amis de Guyane, donc Guyane française, donc en Amérique du Sud, et dans des contextes épidémiologiques et qui ressemblent probablement à certaines parties de l'Afrique subsaharienne avec des populations d'abord de la même origine ethnique, mais aussi parfois très défavorisées, mal suivies, de bas niveau socio-économique. Et donc, en Guyane, à Saint-Laurent-du-Marconi, ils faisaient un test chez toutes les patientes qui arrivaient en salle de naissance pour accoucher. Et donc, ils faisaient également un diagnostic différentiel avec la dengue. Et donc, ils ont recruté un grand nombre de patientes avec du Covid. Et sur patientes avec du Covid, eh bien, ils ont retrouvé surtout des conséquences non négligeables, notamment un peu plus de retard de croissance, ce qui est un petit peu étonnant puisque c'est la phase aiguë, donc peut-être un problème d'échantillonnage. Mais ce qui était intéressant à nouveau, c'est qu'ils avaient un taux d'hémorragie de la délivrance qui était 2 fois supérieur à la normale. Je pense que vraiment le risque d'hémorragie, c'est lorsqu'on a la phase aiguë de l'infection, pas la patiente qui a fait l'infection il y a 2 mois et qui accouche maintenant. Là, je pense qu'elle ne risque plus rien et son risque rejoint la population normale. Et c'est une population que l'on a en cours, une étude qu'on a en cours avec le docteur Jeanne Sibul ici dans notre service. Et là, on est vraiment dans la phase aiguë, un sur-risque hémorragique qui apparaît, qui ne ressort pas dans toutes les études, mais il y a des petites touches par-ci par-là qui montrent qu'il faut faire attention. Et vous voyez qu'il y a quand même 5% des femmes qui ont été transfusées contre 1% des contrôles. Donc on a eu quand même dans cette population 4% des patientes qui allaient en réa. Et la question qui se pose dans toutes ces publications et les case reports, c'est l'association entre le SARS-CoV et la pré-éclampsie. En effet, on a des arguments pour penser qu'il y a des choses qui se passent au niveau du placenta. D'abord parce que le placenta, on a vu qu'on pouvait trouver du virus dessus. Et puis parce qu'il y a des études qui ont clairement montré qu'on peut trouver, il y a des case reports notamment où la patiente elle arrive avec le Covid, une hypertension, une protéinurie, ça ressemble à une prééclampsie, puis finalement on essaie de gagner un petit peu de temps, elle guérit du Covid et elle guérit de la prééclampsie. Donc c'est quelque chose qui est assez troublant et assez intéressant et peut-être en rapport avec les anomalies de la coagulation, peut-être qui joue au niveau du placenta, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut faire un tableau prééclampsie-like avec le SARS-CoV.
Alors pour la transmission materno-fétale, alors évidemment quand on le cherche, on finit par le trouver. Et donc il y a au moins un cas prouvé de transmission materno-fétale du SARS-CoV qui a été publié par les collègues de l'hôpital Antoine Becler. Donc là c'est pour résumer les modes de transmission materno-fétale, soit directement à travers, soit par un mécanisme de transcytose, soit un phénomène de cheval de Troie qui permet au virus de passer. Et cette transmission, clairement, elle est possible. Elle est possible. Quelle est sans rien. Il semblerait que ce soit corrélé à la gravité de la forme maternelle, notamment le cas de nos amis Christelle Volofelous et Alexandre Vivanti. C'est une patiente qui était vraiment dans un Covid grave. Ils l'ont césarisée. Au moment de la césarisée, ils ont prélevé du liquide amniotique et le liquide amniotique a été infecté. Donc, ce n'était pas une contamination, c'était vraiment une transmission, probablement avec une virémie importante sur une forme grave. Et ça, c'est pour vous montrer qu'il peut y avoir des atteintes placentaires, mais dans ces cas-là, il y avait du virus au niveau du placenta, mais il n'y avait pas de virus au niveau du liquide amniotique. Il faut savoir qu'un des récepteurs du SARS-CoV, le récepteur donc, de l'angiotensine 2, n'est pas présent sur certains tissus fœtaux. C'est probablement la raison pour laquelle il n'y a pas de malformation connue. Donc la transmission, elle est possible, elle est probablement rare, mais les données sont limitées. Ça fait qu'1 an qu'on connaît cette maladie et toutes les patientes qui ont été infectées n'ont pas encore accouché et toutes les patientes ne sont pas testées. Donc en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il y a un risque malformatif, qu'on appuie comme ça nous a sauté aux yeux avec le Zika. Mais en tout cas, il faut être vigilant et on va noter que dans certaines populations, et notamment, je ne l'ai pas détaillé, mais dans la population à Saint-Laurent-du-Maroni, il y avait un excès de risque de fausses couches et de mort fétale in utero qui était un petit peu étonnant sans que ce soit majeur, mais il y a quelque chose. Alors est-ce que c'est la fièvre, le syndrome infectieux ou le virus lui-même? C'est évidemment difficile à déterminer. Alors en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme l'a très bien dit nos collègues, l'hospitalisation n'est pas systématique, sinon je pense qu'il faudrait construire 18 hôpitaux de plus par ville. C'est pas systématique, mais surtout, il faut vraiment surveiller en fonction de la saturation. Et quelque chose qui est très important, c'est la fréquence respiratoire. Il faut vraiment contrôler cette fréquence respiratoire. Même si on n'a pas de saturomètre disponible, il faut surveiller la fréquence respiratoire. Si elle est supérieure à 22, on commence à vraiment avoir un risque de dégradation respiratoire qui peut aller extrêmement vite. Et donc, il faut hospitaliser ces patients, mais aussi s'il y a des comorbidités ou si le terme est avancé, ou alors si on sent qu'on ne va pas pouvoir suivre la patiente d'une façon facile et fiable, si on a peur de la perdre dans la nature et qu'elle ne puisse pas revenir à l'hôpital. Si elle n'est pas hospitalisée, il y a les mesures évidemment habituelles. Il faut les informer sur les signes qui doivent les amener à reconsulter, comme la dyspnée, la tachypnée. Il faut les appeler tous les 24 ou 48 heures. On a eu des patientes qu'on a fait revenir parce qu'on sentait bien au téléphone qu'elles étaient essoufflées dès qu'elles nous parlaient. Et il faut vraiment leur dire attention, peut-être que vous allez bien aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques jours ça n'ira pas. Il ne faut pas hésiter à revenir à l'hôpital rapidement. Donc ça, c'est l'exemple d'une feuille que l'on donne aux patientes avec les mesures à appliquer et puis les indications de revenir à la maternité. En cas d'hospitalisation, alors nous, on garde nos patientes dans des secteurs Covid qui sont un petit peu dans les mêmes ailes, mais un peu séparés des autres patients pour éviter les infections nosocomiales. Mais on a des petits secteurs Covid avec du personnel dédié quand on peut. Et il faut effectivement respecter l'isolement. Les corticoïdes de maturation fœtale, c'est tout à fait possible de les faire lorsque c'est indiqué, pas de façon systématique, mais lorsqu'on a un risque de prématurité, il ne faut absolument pas hésiter. Et les anticoagulants, clairement oui. Et nous, on n'hésite plus maintenant, toute patiente enceinte qui fait un Covid, on fait des anticoagulants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts du Covid, mais qui sont morts surtout d'embolie pulmonaire. Pas des femmes enceintes chez nous, heureusement, mais ça peut arriver. C'est vraiment thrombogène et on sait que l'accouchement est un moment thrombogène, donc il faut faire très attention par rapport à tout ça. L'antibioprophylaxie, plutôt oui. Le scanner, nous, n'est pas systématique. Alors, je dois avouer qu'on a eu du mal à en avoir des scanners parce que déplacer les patientes enceintes infectées, faire un scanner, c'est un peu compliqué. En plus, le scanner, c'est irradiant. Donc, irradier le fœtus, si on peut s'en passer, c'est mieux. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas du tout systématique. Mais je pense que en cas de diagnostic différentiel, quelque chose qui peut être pertinent, c'est évidemment l'échographie thoracique, l'échographie pulmonaire,
qui peut montrer des lésions assez caractéristiques, paraît-il, de Covid. Et ça peut être intéressant si on a des arguments. C'est vraiment a priori très systématique. L'hydroxychloroquine, je crois que l'affaire est entendue maintenant, et je crois que même M. Raoult l'a sous-entendu dans un de ses articles. Pour la prise en charge des patients de Covid, voici la surveillance que nous proposons, c'est-à-dire, vous voyez que la patiente qui n'a pas d'oxygène ou qui a un débit faible, eh bien, on va la surveiller, mais si la fréquence respiratoire, on surveille toutes les 4 heures, et si la fréquence respiratoire augmente ou si la SAT diminue, on va mettre une oxygénothérapie à 4 litres pour obtenir une SAT à 95%. Et là, on sait que dès que ça commence à s'aggraver, ça peut aller vite. Il faut rapprocher la surveillance. Et si avec cette oxygénothérapie à 4 litres par minute, eh bien, on a toujours une tachypnée et une SAT qui diminue, à ce moment-là, masque à haute concentration et on appelle le réanimateur de garde. Et on a eu une patiente qui s'est dégradée en 1 heure. Elle est passée de là à là en 1 heure. Et à peine arrivée en réa, elle était intubée à la volée. Donc c'est vraiment pour illustrer qu'on est dans une situation, on est un petit peu comme le lait sur le feu, ça peut déborder à tout moment. L'accouchement, clairement, maintenant, il n'y a pas de souci pour faire une voix basse. Et quand est-ce qu'il faut décider l'extraction? Là, c'est vraiment le dialogue avec le trio habituel, comme on peut avoir dans certaines pathologies de la grossesse, entre l'obstétrique, la pédiatrie et la réa. Il faut vraiment se dialoguer ensemble. Attention à l'isolement, limiter les intervenants, protéger les accoucheurs. C'est notre responsabilité d'éviter que notre personnel médical et paramédical prenne trop de risques. Donc, ils doivent être équipés pour pouvoir faire ces accouchements. Il y a, là, en novembre 2020, là, le Conseil de la santé publique en France avait émis des recommandations chez les thérapeutiques. Eh bien, ça pourrait se résumer, les thérapeutiques, en tout simplement, on fait ce qu'on peut. Il n'y a pas de traitement spécifique. Les femmes sont exclues de tous les essais thérapeutiques, y compris des essais vaccinaux. Donc, ça veut dire que si on trouve quelque chose, on ne pourra même pas l'utiliser. Je plaide depuis maintenant un petit bout de temps auprès de mes collègues pour dire, mais faisons un forcing pour pouvoir inclure les femmes enceintes dans les essais thérapeutiques, sinon on ne pourra jamais rien faire pour cette pauvre femme. Et je suis personnellement très énervé de voir que dans certains pays comme en France, l'HAS dit qu'on ne vaccine pas les femmes enceintes, alors que les Américains, les Anglo-Saxons, la COG, la SFFM, la SMFM disent qu'il faut vacciner les femmes enceintes. Ils ont raison et il faut qu'on fasse pression au niveau des politiques pour qu'on puisse vacciner les femmes enceintes pour les protéger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est l'anticoagulation. Aucune contre-indication aux corticoïdes de maturation pulmonaire fœtale. D'ailleurs, les corticoïdes peuvent être utilisés dans les formes graves. Évidemment, un traitement symptomatique. Et dans certains cas, le remdesivir, mais évidemment, le remdesivir n'a jamais été étudié chez la femme enceinte. L'anticoagulation, là, je ne veux pas vous le détailler, mais vous pourrez le regarder ou je pourrais vous le faire parvenir si vous souhaitez. C'est le CARO, donc le groupe des anesthésistes et réanimateurs en obstétrique, qui a remis cette thromboprophylaxie avant ou en postpartum en fonction des niveaux de risque. Ça va de 0,4 à une anticoagulation efficace en cas de risque majeur vraiment importante. Ça, c'est à nouveau le traitement que la place du remdesivir à la dexamethasone dans les formes graves, en sachant que le remdesivir n'a jamais été étudié pendant la grossesse, et ce qui est bien dommage, mais je pense que si on a une patiente suffisamment grave pour avoir besoin de remdesivir, je pense que la balance bénéfice-risque passera peut-être par le fait de la faire accoucher et lui donner le remdesivir ou inversement. Aucune donnée chez la femme enceinte sur la vaccination, mais aucune raison d'être inquiet non plus, et je pense qu'il faudra être assez large dans les indications de vaccination chez la femme enceinte, surtout si il y a des comorbidités. Donc c'est un vrai défi, comme l'ont dit tous mes collègues d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord. C'est un vrai défi pour l'organisation et dans la prise en charge. Il faut toujours se méfier des données évolutives et il faut le faire comprendre aux gens que les données sont évolutives. On a changé les recommandations 20 fois les 2 premiers mois parce qu'on découvrait la maladie, ça va peut-être encore changer. Et donc ça, c'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est juste parce qu'on suit et on étudie l'évolution de la maladie et les complications qu'il peut y avoir. Attention à la maladie du thromboembolique, le tableau de prééclampsie-like et vigilance sur l'hémorragie du postpartum, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Quelques liens utiles si vous voulez avoir plus d'informations avec le site de l'OMS, de Santé publique France, du Collège national de gynécologie obstétrique, le site infection-grossesse.com qui est le site de mon association, le groupe de recherche des infections pendant la grossesse. Voilà, écoute, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Ben, merci beaucoup, professeur Olivier Picon. Sans plus tarder, j'aimerais juste dire qu'effectivement, les conférences sont enregistrées et ils sont disponibles en ligne sur la chaîne YouTube de l'AEF et le lien est déjà indiqué dans les questions-réponses. Si vous avez des questions à poser, vous les posez via le chat, s'il vous plaît. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à André Lalonde et puis à Serge Bonny, qui sont modérateurs avec moi. Peut-être, Dr. Lalonde, voudriez-vous commencer? Allez-y. Mettez votre son, Dr. Lalonde. Excusez. Je voudrais remercier ceux qui ont fait les présentations ce matin. C'était excellent. Et puis, on va procéder assez rapidement aux questions. Je crois qu'on a eu un aperçu sur la COVID très complète et nous allons immédiatement aller aux questions. Dr. Bonny, voulez-vous, ou Dr. Lalonde, voulez-vous prendre la première chaîne, la première question? Oui, la première question. À mon tour. Allez-y, professeur Lalonde. Okay. Je pense que la première question était un commentaire pour le support de ce webinaire. Je pense que ça a été fait. Ensuite, on a une question anonyme. Est-ce que le vaccin ARN peut être dangereux pour la mère et l'enfant? Conséquences secondaires sur l'ADN, activation de la contamination pour la COVID-19. Alors, je demande à la faculté de bien vouloir répondre à cette question. Dr. Picon, peut-être que vous pourriez répondre. Oui, oui, avec plaisir. Alors, il n'y a aucun argument pour penser que cet ARN messager soit transcrit soit rétrotranscrit en ADN et que ça rentre dans le noyau de la cellule. L'ARN, il reste dans le cytoplasme, il ne va pas dans le noyau. Donc, il n'y a aucune raison. Et je vous rappelle qu'il y a des tas de virus à ARN qui existent. C'est pas la même technologie, mais voilà, on fait un vaccin contre la rubéole. La rubéole, c'est un virus à ARN. On met de l'ARN messager, on met de l'ARN, pas de l'ARN messager, mais de l'ARN. Donc, il n'y a aucune raison de penser que ça puisse avoir quelque danger que ce soit, ni chez la mère, ni chez l'enfant, bien entendu. Et c'est en plus, c'est un petit brin d'ARN messager qui va transcrire la protéine, qui est la protéine spike, et c'est tout. Donc, il n'y a aucune raison d'imaginer que ça que ça nous transforme génétiquement. Aucune. En fait, dans ce cocktail-là, il n'y a pas de polymérase, donc c'est impossible que cet ARN-là intègre le génome et soit transcrit. Oui, allez-y, professeur Lalonde. Prochaine question. Qui du risque thromboembolie chez la femme enceinte atteinte de COVID? Est-ce qu'un ou l'autre des présentateurs veut répondre à cette question? Ça parle du risque thromboembolique, mais je n'ai pas entendu la fin de la question. On veut savoir quel est le risque de thromboembolie chez la femme enceinte atteinte de COVID. Ah ben, il y a un risque, hein. On a vu qu'il y a peut-être des perturbations biologiques avec l'allongement du TCA et une thrombophilie. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qu'on a vu mourir d'embolie pulmonaire. Je dois avouer que on a un cas, nous, au début janvier, où il y avait une personne qui était hospitalisée, qui était sous oxygène sur une chaise, et il a voulu aller se lever pour aller aux toilettes, il a fait une embolie pulmonaire massive et il est décédé de ça. Donc il y a clairement un lien. Heureusement, la femme enceinte est probablement un petit peu moins sujette parce que femme jeune, mais au moment de l'accouchement, c'est un moment très très à risque que l'on connaît bien, nous, obstétriciens, et donc vraiment une grande vigilance. La prochaine question. Dr. Bonny, peut-être? La question est une question qui concerne toujours, je pense, M. Picon. Quelles sont les raisons évoquées pour l'absence de vaccination chez la femme enceinte? Alors, la raison évoquée par l'HTS en France, c'est de dire qu'il n'y a pas eu d'études. Les femmes enceintes n'ont pas été incluses dans les essais thérapeutiques et donc on n'a pas de données.
Voilà, c'est tout simplement ça la raison. Il y a eu, je pense, maintenant une trentaine de femmes enceintes vaccinées par erreur par le virus ARN messager qui sont en cours d'analyse. Pour l'instant, il n'a rien été décrit du tout. Mais voilà, je suis convaincu qu'il ne se passera rien. Et franchement, d'habitude, je ne m'implique pas personnellement, mais je dirais que si ma femme était aujourd'hui enceinte, je la vaccinerais sans aucun scrupule avec un vaccin, y compris ARN messager, parce que je pense que le risque du Covid est plus important que le risque du vaccin. Merci. Prochaine question, je pense peut-être on va demander à Étienne pour les commentaires. D'où vient l'inquiétude pour la vaccination? Il y a des inquiétudes pour la vaccination. Vous parlez de, je suppose, des inquiétudes en Afrique particulièrement? Oui, ou en général dans le monde? Je crois que ça se résume en un point. Il y a deux types d'inquiétudes. Premièrement, c'est de dire on n'a pas assez d'informations, on n'a pas de recul, etc. Pas assez d'informations, ça suppose encore que les personnes sont allées chercher cette information. Le deuxième point, on est dans le domaine des réseaux sociaux, où il circule de façon mondiale, que ce soit dans les pays du Nord, les pays du Sud, exactement les mêmes informations. Et ça a été très clairement établi par cette étude sociologique qui a été faite dans plusieurs pays africains. Ce sont exactement les mêmes messages qui ressortent, c'est-à-dire Bill Gates a mis des particules qui vont vous coloniser le cerveau, pour vous, etc. Ce sont exactement les mêmes réticences et les mêmes fausses de fake news qui circulent. On va utiliser un terme anglo-saxon, fake news, puisqu'il est habituellement utilisé. Je trouve ça assez extraordinaire, cette généralisation des réseaux sociaux, exactement avec les mêmes messages, parfois renforcés pour diverses raisons, mais on retrouve la même chose. Oui. Professeur Cissé, allez-y. Je voulais poser trois questions très rapidement. La première à Olivier Picon. Je pense qu'il n'a pas terminé son argumentaire concernant l'hydroxychloroquine. Alors, j'ai constaté que dans les communications de nos amis d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, il est clairement noté dans leur protocole qu'ils utilisaient l'hydroxychloroquine. Moi, j'avais toujours retenu que ce n'était pas indiqué du tout. Alors, vous semblez dire que le père de l'hydroxychloroquine, semble-t-il, est revenu sur son assertion. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est ça la première question. Alors, la deuxième, il est clairement apparu aujourd'hui que la femme enceinte fait partie des groupes à haut risque. Moi, je le pressentais, si vous vous rappelez, Étienne et Yves, on avait fait un webinaire là-dessus, au moins en décidant dans mon service de sortir de certaines stations de travail toutes les sages-femmes qui sont enceintes. Alors aujourd'hui, lorsque c'est clairement établi que les femmes sont à risque, est-ce qu'il ne faut pas réorganiser un peu? En tout cas, moi, ça me conforte. Et peut-être je vais aller au-delà même. Et quand il y a un risque de contact, etc., donc est-ce qu'il ne faut pas le mettre noir sur blanc sur les recommandations? Et puis le dernier point, je me pose la question. Hier, on a fait un webinaire avec la FIGO sur chirurgie et Covid. Alors, j'ai vu que certaines équipes, ils font un test. Alors aujourd'hui, est-ce que le moment n'est pas voulu de demander un test systématique, bon, chez les femmes qui viennent accoucher ou bien qui vont bénéficier d'une non-maternité? Il y a beaucoup de brassage et le risque de transmission est quand même relativement important. Tout dernier point, la transmission mère-enfant. Bon, nous, on avait retenu que ce n'était pas possible. Mais dès l'instant qu'un cas a été montré, la question que je pose maintenant, est-ce qu'il y a un traitement préventif dans le HIV, la prévention de la transmission mère-enfant du HIV, comme il existe dans l'hépatite? Est-ce qu'on peut déjà s'orienter vers des protocoles de prévention? Merci beaucoup. Et félicitations encore à vraiment tous les orateurs qui nous ont gratifiés d'une excellente présentation. Merci, professeur Cissé. Alors, je vais répondre, si vous permettez. La chloroquine, clairement, je pense que maintenant, il faut l'oublier. Hein, je crois que c'est clair. Je pense que maintenant, le prochain diaporama que je vais faire, je vais l'enlever complètement. Il n'y aura plus le mot hydroxychloroquine parce que comme ça, on n'en parle plus et c'est réglé.
La deuxième question, c'était les femmes enceintes et le travail. Alors nous, en France, on aurait des recommandations du Haut Conseil de la santé publique pour que les femmes enceintes exposées au public puissent avoir un aménagement du poste de travail ou alors un arrêt de travail. Mais le Haut Conseil s'est prononcé en disant effectivement, elles sont plus à risque, donc il faut les protéger, donc éviter tout ce qui est contact. Et donc, si la distanciation physique n'est pas possible, si l'aménagement du poste de travail n'est pas possible, à ce moment-là, arrêt de travail. Et pour aller sur le dépistage en salle de naissance, je pense que l'objectif d'un dépistage en salle de naissance des patientes qui arriveraient en début de travail, il est double. Il est d'abord de protéger notre personnel et en isolant ces gens qui sont infectés et d'autre part d'avoir des données un peu épidémiologiques. Après, l'intérêt de ce dépistage en salle de naissance, c'est si on a un résultat rapide. Et je crois, par exemple en Guyane, nos amis en Guyane à Saint-Laurent-du-Maroni, ils avaient un résultat en moins d'1 heure. Donc là, c'est idéal. Si on a le résultat en 24 heures, ça ne sert plus à grand-chose, parce que la patiente a eu le temps d'accoucher, de se balader partout. Donc là, malheureusement, voilà. Après, l'autre possibilité, c'est de considérer, en fonction de l'épidémiologie régionale, que toute patiente est Covid positive jusqu'à preuve du contraire et appliquer le maximum de mesures de prévention. Et je pense que vraiment, l'idée, c'est d'éviter qu'il y ait des contaminations nosocomiales d'une part, et d'autre part de protéger notre personnel qui a besoin de rester au front. Et pour votre dernière question qui est la transmission materne-fœtale, effectivement pour l'instant les cas sûrs de transmission se comptent sur les doigts d'une main, même un peu moins, et donc il n'y a pas de traitement ou de choses comme ça qui puissent permettre de penser qu'on diminue la transmission de la mère à l'enfant comme avec le VIH ou l'hépatite B comme vous l'avez dit. Merci. Est-ce que, professeur Boni, vous voudriez poser une question? Il y a le professeur Mansour qui voudrait poser une question. Professeur Mansour, allumez votre micro et posez votre question. Voilà, merci. Je voulais juste faire un petit commentaire par rapport à la chloroquine, comme l'avait dit M. Sissi. C'est vrai qu'on l'a utilisée en Algérie au début de la pandémie, mais là, on l'utilise de moins en moins. Je pense que c'est ce qui se passe un peu partout, mais on l'utilise de moins en moins. Moi, je voulais poser une question à M. Picon par rapport aux manifestations digestives. Je peux vous dire que dans notre série, on avait constaté 2 cas de pancréatite aiguë. Et là, je veux dire que c'était foudroyant. C'était d'ailleurs l'une des causes de décès d'une de nos parturientes, c'était par une pancréatite. Je ne sais pas si vous avez constaté la même chose ou pas dans votre série. J'avoue que le son n'était pas très bon, mais le son n'est pas très bon, j'ai pas compris. Mais professeur Mansour parle de pancréatite. Ah non, alors des pancréatites, j'en ai pas vu. On a vu surtout des tableaux un peu de diarrhée, de vomissement, mais on n'a pas vu de pancréatite, non. Il y avait une question, je pense, supplémentaire sur les anticoagulants utilisés. Est-ce que ça devrait d'une durée en postpartum 6 semaines ou 12 semaines? Non, 12 semaines, ça me paraît trop. Non, 4 semaines, 4 à 6 semaines maximum, ça suffit. Après, ça dépend de la gravité de la maladie, des facteurs de risque. Mais il n'y a pas besoin de mettre 12 semaines. Moi, j'aurais une question, et c'est une question personnelle que je me permets de poser, concernant la préclampsie. Dr Picon, vous avez fait une relation entre COVID et préclampsie. Or, dans la préclampsie, le problème, c'est l'invasion d'une sous-classe de trophoblastes qu'on appelle les extravileux, qui invade, je ne sais pas comment on dit ça en français, là, qui envahissent l'endomètre maternel, qui l'érodent finalement. Et donc, est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Est-ce que le virus a une attirance particulière pour ce type de trophoblastes-là par rapport à ceux qui restent dans le compartiment fœtal et qui vont former le syncytium éventuellement? Est-ce qu'on sait un peu de choses là-dessus? Qu'est-ce que vous savez sur ça? On ne sait pas. Et je pense qu'effectivement, comme c'est un tableau qui peut être un peu réversible, je pense que c'est une physiopathologie qui est probablement différente. Donc, ce n'est pas un problème d'invasion, c'est quelque chose de plus aigu. Peut-être des micro-thrombies, puis après, ça se recircule et ça va un petit peu mieux. C'est pour ça qu'on a eu ces tableaux de préclampsie qui a guéri. Et d'ailleurs, même sur le cas qu'on a publié, le rapport SFLT1 sur PLGF était normal, par exemple.
Les facteurs angiogéniques étaient normaux. Ce qui a permis de faire le diagnostic différentiel entre une vraie prééclampsie et strabo-prééclampsie-like, probablement que ce rapport SFLT1 sur PLGF peut avoir un intérêt. Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas vraiment une prééclampsie, c'est un like. Oui, c'est plutôt ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois que le professeur Lemarié a la main levée. Professeur Lemarié, allez-y. Oui, j'ai évoqué le programme COVAX en Afrique tout à l'heure en disant que m'interroger sur son efficacité. J'ai trouvé qu'il était un peu perdu dans les strates administratives. Je voulais demander à nos amis africains ici présents s'ils avaient des informations sur le développement de la vaccination en Afrique, même si ça ne vous concerne pas directement en tant que gynécologue obstétricien. Quelqu'un veut répondre parmi nos amis africains? Alors, sur ce que j'en sais, pour ce qui est du cas du Sénégal, les informations que j'ai, c'est qu'il semble que les autorités se sont engagées à démarrer la vaccination au mois de mars. Alors, mais on n'a pas d'informations. On sait que le Sénégal fait partie de ce programme COVAX, mais on n'a pas d'informations sur quel type de vaccin, quels seront les critères de choix. Et bien entendu, ça alimente beaucoup les discussions. On tend et on attend. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de communication sur la vaccination. Professeur Ali Ouedraogo, vous voudriez prendre la parole? Allez-y. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, merci bien. Et effectivement, comme l'a dit le professeur Cissé, les autorités veulent qu'il y ait la vaccination. Ils sont en train de faire des plaidoyers pour que ce soit disponible. Mais ce qu'on doit éventuellement faire comme plaidoyer, je vais demander au professeur Cissé, c'est de faire en sorte qu'éventuellement nous acceptions que les femmes enceintes sont plus à risque et qu'elles bénéficient de cette vaccination. Ce serait bon qu'on anticipe, qu'on fasse déjà ce plaidoyer auprès des autorités, pour que cela ne se limite pas seulement aux autres personnes à risque. Professeur Bonny, est-ce que vous auriez un commentaire? Oui, tout à fait. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, c'est pratiquement la même chose. Le programme de vaccination est censé débuter au mois de mai. Le gros problème. Pardon? Le gros problème qu'il faut gérer, c'est le problème de la chaîne de froid. Le problème de la chaîne de froid, parce que le vaccin de Pfizer, c'est moins 60 degrés, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, le choix va se faire probablement vers le vaccin de AstraZeneca, qui est plus gérable dans nos conditions de température, et pour lequel on peut mieux organiser la chaîne de froid en Côte d'Ivoire. Mais la vaccination est censée démarrer au mois de mars en Côte d'Ivoire. Voilà. Professeur Mansour, est-ce que vous auriez un commentaire concernant le programme COVAX en Algérie? Est-ce que vous avez entendu des choses? OK. Moi, je pense qu'on vient de perdre. Professeur Mansour. Ben, écoutez, je pense qu'on a fait le professeur Cissé voudrait ajouter un commentaire. Allez-y, professeur Cissé. Juste un souhait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une telle cacophonie actuellement dans la communication faite autour des vaccins que si on y prend garde, ça va alimenter les infox. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen lambda, il s'est dit, mais écoutez, chaque pays a son type de vaccin. L'Inde a lancé sa vaccination il n'y a pas longtemps, la Russie, etc. Or, c'est un phénomène qui est unique dans l'histoire de la vaccination. Donc, il n'y a pas cette communication. Par exemple, au Sénégal, vous entendez certains dire, ils vont nous imposer tel type de vaccin parce qu'il y a des lobbies derrière. Pourquoi nous, on veut le vaccin chinois? Les autres vont dire, on veut le vaccin indien. Moi-même qui suis professionnel de santé, je suis dubitatif. Donc, il est important qu'une communication claire soit faite autour disons, des critères de choix des vaccins. Alors, pour la femme enceinte, moi, je continue à être partisan du principe de précaution. Bon, j'ai bien écouté l'argumentaire d'Olivier Picon, mais il y a eu aussi des précédents. Donc, je ne sais pas maintenant, bon, est-ce que ce ne serait pas excessif de dire, bon, on va vacciner les femmes enceintes parce que c'est un risque. Et si jamais il y a quand même un risque qui sera plusieurs années, qu'est-ce qu'on va dire? On nous accusera d'être responsables. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un sujet de réflexion. Merci. Bon, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires, Dr Lalonde, est-ce que vous avez un commentaire à faire? Oui, bien, le commentaire, c'était, on a eu un commentaire sur l'absence d'essais vaccinaux en Afrique. C'est une question qui vient d'arriver.
Et je demande si nos confrères africains pourraient répondre à cette question. Non? Professeur Cissé? À ma connaissance, il n'y a pas eu d'essai thérapeutique en Afrique. En Côte d'Ivoire, en tout cas, il n'y a pas eu d'essai. Il y a un protocole qui a été fait par le service des maladies infectieuses et tropicales, mais qui n'a pas pu se mettre en place faute de financement, à ma connaissance. Donc, il n'y a pas eu d'essai thérapeutique en tant que tel dans nos pays. Enfin, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, je peux le dire. Je pense que c'est à la fin. Non, parce qu'on a vu que sans savoir pourquoi, l'évolution de la pandémie est différente en Afrique. Je pense qu'Étienne, dans sa présentation, a évoqué des pistes. Alors, qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que le vaccin aura la même efficacité, etc., la même réponse immunitaire? Bon, ça aurait été important que dans les premiers essais, qu'on inclue les populations africaines et qu'on voit un peu par rapport à l'évolution de l'immunité, etc. Parce que sinon, on va vers l'aventure aussi. Ce n'est pas dit que le vaccin aura le même comportement pour les populations du Nord que pour les populations, en tout cas en Afrique subsaharienne. Bon, la question reste ouverte. Écoutez, je pense que sur ces quelques mots d'encouragement, je voudrais personnellement remercier tout le monde, le professeur Lemarié, le professeur Ali Ouedraogo, Olivier Picon, le professeur Cissé pour s'être joint à nous, modérateur professeur Bonny et professeur Lalonde, et notre intervenante algérienne, Dr Mansour. Merci à vous tous. Et puis, écoutez, moi, je vous invite à nous revenir à tous les mercredis, à tous les derniers mercredis de chaque mois. Vous allez revoir les conférences de la série FIFOG. Je le redis, les conférences vont être publiées, mises en ligne, excusez-moi, sur la chaîne YouTube de l'AUF. Et si vous allez dans les commentaires, vous allez trouver le lien pour la chaîne. Donc, merci à tous et je vous dis à très bientôt, chers amis.